Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Je suis Ségolène Hartz, psychologue pour l'Accolade, et aujourd'hui je vais vous parler des peurs des enfants et de comment on peut accompagner nos enfants et les aider à apprivoiser ces peurs. Tout d'abord, quelques questions pratiques. Si vous souhaitez interagir avec moi, vous pouvez laisser vos commentaires dans le fil d'actualité de la vidéo, dans le Messenger de la vidéo. J'y répondrai systématiquement, alors parfois un petit peu en différé, mais je répondrai à toutes les questions. En revanche, il est arrivé lors des précédents Facebook Live que les commentaires ne s'affichent pas sur mon fil d'actualité. Donc si vous voyez que je ne réponds pas, que je ne réagis pas à votre commentaire, n'hésitez pas à le remettre une deuxième fois au cas où je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs déjà pour tester, vous pouvez d'ores et déjà me dire bonjour, ce qui me permettra de savoir si je reçois bien vos commentaires ou pas. Voilà. Donc ce Facebook Live va se passer en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer ou vous réexpliquer ce que sont les émotions et ce qu'est en particulier l'émotion de la peur. Je vous donnerai aussi un descriptif des peurs typiques selon les âges des enfants. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils sur comment réagir face aux peurs des enfants, quelles réponses vous pouvez leur apporter et dans quelle mesure ces réponses que je vous propose sont pertinentes à mes yeux. N'hésitez pas donc tout au long de la conférence à interagir avec moi, à me poser vos questions, à me dire à chaque fois si je dis quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous pose question. Surtout dites-le parce que ça me permettra de reformuler, de réexpliquer ou tout simplement de confronter nos avis et de cheminer ensemble sur ces questions-là. N'hésitez pas aussi, si le Facebook Live vous plaît, à inviter vos amis pendant le Facebook Live. Vous pouvez sur Facebook inviter vos amis à venir regarder le Facebook Live si vous pensez que cela peut les intéresser. Voilà. Eh bien, entrons d'ores et déjà dans le vif du sujet. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous, voilà, à me dire bonjour, parce qu'il faut que je puisse voir si les commentaires fonctionnent, parce que les dernières fois ça ne fonctionnait pas. Et là, je ne vois personne dire bonjour. Alors, je sais que vous êtes déjà quelques-uns à me regarder. Donc, j'espère que tout fonctionne. Bon. Je rentre donc dans le vif du sujet. Les émotions, la peur, qu'est-ce que c'est? Alors, certains ont déjà entendu parler de tout ça, mais je vais le répéter et faire une petite révision sur ce que sont les émotions. Les émotions, déjà, c'est quelque chose de naturel. C'est pas un scoop. Ah, j'ai un bonsoir, donc ça fonctionne. Bonsoir Nalouen. Les émotions, c'est quelque chose de naturel. C'est une réaction physiologique de l'organisme à un stimulus. En fait, quand via les 5 sens, notre organisme capte une information, elle va l'envoyer. Merci pour vos bonsoirs, Cindy, bonsoir, bonsoir Faouzia. Bonsoir à tous. Donc, quand notre organisme, via les 5 sens, capte une émotion, elle envoie l'émotion, elle réceptionne l'émotion et elle envoie en priorité à l'amygdale. L'amygdale, alors, si vous connaissez déjà le cerveau dans la main de Daniel Siegel, il représente le cerveau grâce à la main et il explique qu'une partie du cerveau ici se nomme le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, c'est lui qui gère tout ce qui est semi-conscient, voire inconscient, comme la respiration, les battements du cœur, qu'on peut conscientiser, qu'on peut modifier et rendre volontaire, mais qui la plupart du temps sont involontaires. Et entre autres, à ce niveau-là, il va y avoir la réaction primaire des émotions. Par-dessus, on a le système limbique qui, elle, va gérer les émotions de manière un peu plus développée. Et avec les doigts, nous aurons le cortex qui, lui, donc tout autour du cerveau, hein, qui, lui, est responsable de tout ce qui est cognition, réflexion, raisonnement, mise en lien des événements, etc. Alors, je voulais le schéma très rapidement parce que je voudrais parler de plein d'autres choses après. Donc, je fais juste un rapide résumé pour ceux qui connaissent déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous inviterai à aller regarder le cerveau dans la main. Le cerveau dans la main. Vous notez ça sur votre moteur de recherche pour les vidéos sur Internet. Et vous aurez des vidéos beaucoup plus complètes qui expliquent ce que Daniel Siegel a schématisé de cette manière-là.
Pour ceux qui me connaissent déjà, je continue. Via les 5 sens, l'information est réceptionnée dans le cerveau et envoyée directement à l'amygdale parce que c'est le système de traitement de l'information le plus rapide. Et l'amygdale, lui, il a 3 manières de réagir, qui est l'agression, la fuite et l'inhibition. Et cette réaction est d'abord physiologique. Le cerveau dans la main. Oui, j'ai peut-être mal formulé, c'est ça, merci Nolan de reformuler. Donc, le cerveau dans la main sur le moteur de recherche d'Internet. Et c'est une réponse corporelle. L'émotion, elle va d'abord être vécue dans le corps, et donc on va la sentir dans le corps. En particulier pour la peur, on va la sentir avec la boule dans la gorge, on va la sentir avec la tachycardie, donc les battements du cœur qui s'accélèrent, avec les tremblements, la transpiration, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps seulement, l'information va être transmise au cortex, qui lui va pouvoir réfléchir, raisonner, mettre en lien par rapport à ce qu'il connaît déjà des événements précédents, etc. Et c'est lui qui va pouvoir apporter une réponse, un comportement plus évolué que l'amygdale qui, lui, réagit de manière très archaïque. C'est la raison pour laquelle déjà quand on comprend comment ça se passe au niveau physique, au niveau du cerveau, on comprend déjà un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut réagir quand notre enfant a peur. C'est que quand notre enfant a peur, on peut pas parler directement à son cortex, à son raisonnement, à sa logique, puisque c'est pas sa première réaction. Et d'ailleurs, même pour nous, donc la première réaction, elle va être dans le corps. Donc on va déjà pouvoir parler au corps, mais où est-ce que tu sens l'émotion? Et puis, de comprendre que sa première réaction, elle va être archaïque, elle va être non réfléchie dans l'agression, la fuite ou l'inhibition motrice. L'inhibition motrice, c'est l'enfant qui est tétanisé, terrorisé et qui ne peut plus rien faire, il est scotché. Voilà, déjà cette révision, ce rappel pour mieux comprendre ce qu'est l'émotion. J'en reparlerai tout à l'heure sur comment on peut répondre à nos enfants quand ils sont terrorisés, en prise avec la peur. Voilà, donc spécifiquement par rapport à la peur, toutes les émotions, elles vont être en lien avec un besoin non satisfait. Ça, c'est Marshall Rosenberg dans la communication non violente qui en parle le mieux. Nous avons des émotions non pas en fonction d'un stimuli, mais en fonction d'un besoin non satisfait. Et ce besoin, il vient à l'intérieur de nous, il vient en fonction de nous. C'est-à-dire que selon la même situation, 2 personnes ne vont pas réagir de la même manière et à des moments différents, nous-mêmes ne réagirons pas de la même manière. C'est-à-dire un gros chien qui aboie face à nous, en fonction de si on a déjà eu des événements dans notre vie qui font qu'on a peur des chiens, on va avoir une peur en relation avec notre vécu, notre histoire, en fonction de notre âge, en fonction de ce qu'on connaît des chiens, etc. Donc, en fonction d'un tas de paramètres, on va réagir de façon différente. Et en fait, tout ça, Marshall Rosenberg va dire que c'est en fonction de notre besoin le plus profond, le plus à l'intérieur de nous qu'on va réagir. Et pas en fonction du stimulus, pas en fonction de la situation réelle telle qu'elle est. Et ce besoin, la peur, elle vient en fonction d'un besoin de sécurité, c'est-à-dire que nous allons avoir peur quand nous avons le sentiment, quand nous avons l'impression que nous sommes face à un danger, que ce danger soit réel ou ressenti. Ça, c'est la première situation qui peut générer de la peur. Et la deuxième, c'est qu'elle va répondre à un besoin d'anticipation. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur par anticipation. On peut avoir peur, par exemple, d'un examen. On peut avoir peur parce qu'on va faire un Facebook Live devant des gens que l'on ne voit pas. On peut avoir peur, voilà, en anticipant une situation qui nous fait peur. Donc, la peur, elle va venir en réaction avec un besoin d'anticipation, de préparation. La peur, elle peut venir avec d'autres besoins, mais c'est ces deux-là, essentiellement, qui vont avoir lieu, auxquels on peut être confronté. La peur, elle est positive. On ne va pas diaboliser la peur. La peur, elle est vraiment là pour assurer notre sécurité. Donc, on peut se remercier soi-même et on peut remercier notre enfant d'avoir peur. C'est grâce à la peur que l'être humain a survécu.
Et d'ailleurs, certains historiens pensent que l'homme de Néandertal n'a pas survécu à cause de cette appréhension de la peur. C'est que l'homme de Cro-Magnon aurait eu une meilleure appréhension de la peur qui lui aurait permis de mieux faire face au danger et donc de mieux s'adapter au danger. C'est une hypothèse évidemment, hein, mais c'est une des hypothèses pour lesquelles l'homme de Cro-Magnon aura réussi à survivre dans un environnement aussi hostile. Et puis avec aussi peu de moyens que nous disposons pour faire face au danger. Donc, remercions la peur d'être là, parce que grâce à elle, elle nous permet de nous adapter par rapport à des situations de danger et d'anticiper les situations. D'ailleurs, Louis Jouvet disait que le trac est la conscience professionnelle des comédiens. C'est parce que nous avons du trac, enfin, parce que le comédien a le trac, qu'il va ensuite bien jouer et donner le meilleur de lui-même face au public. Et la petite histoire, pour la petite note culturelle, Sarah Bernard aurait répondu à une jeune comédienne qui se vantait de pas avoir le tract. Elle lui aurait répondu sèchement, eh bien ça viendra quand vous aurez du talent. Voilà, le trac, remercions-le parce que c'est grâce au trac que le comédien va donner tout ce qu'il a sur scène, va donner le meilleur de lui. Voilà pour ce qui est de la peur et de l'émotion, pour le petit rappel théorique sur ce que c'est que l'émotion et en particulier la peur. Petit rappel aussi par rapport aux peurs normales en fonction des âges. Nous avons remarqué que chaque enfant, enfin beaucoup d'enfants, la plupart des enfants traversent des peurs normales en fonction de leur âge. Vers 8 mois, l'enfant va commencer à comprendre la différence entre les personnes connues et les personnes inconnues. Il va commencer à appréhender le fait que sa mère peut disparaître, pas sa mère ou toute personne qu'il côtoie régulièrement et qui s'occupe de lui régulièrement, toute figure d'attachement peut disparaître. Par rapport à ça, il peut développer une peur de la séparation, une peur de l'inconnu, qui normalement se tasse vers les 1 an et dans les mois qui suivent. Je dis pas que 100% des enfants vont passer par là, hein, mais je dis que si votre enfant passe par là, c'est une peur tout à fait normale et adaptative par rapport à son évolution et par rapport à la compréhension qu'il a du monde qui l'environne. Vers 1 an, l'enfant peut avoir peur des bruits forts. Il peut se mettre à avoir peur de l'aspirateur, de la moto qui passe dans la rue, du baby-cook quand vous préparez sa purée. Et c'est pareil, c'est son système adaptatif qui évolue, sa compréhension du monde environnement qui évolue. Donc finalement, quand votre enfant commence à avoir toutes ces peurs, eh ben vous pouvez être content parce que c'est qu'il grandit et qu'il commence à comprendre plus de choses de ce qui se passe autour de lui. Vers 2 ans, l'enfant commence à développer ses images mentales et son imaginaire. Et là, il peut commencer à avoir peur du noir. Lui qui s'endormait dans le noir sans aucune difficulté jusque-là, peut commencer à avoir besoin d'une veilleuse, avoir besoin qu'on laisse la porte ouverte avec la lumière du couloir allumée. Il peut avoir peur aussi des hommes à barbe, des chiens, voilà, du monde environnant dans lequel il évolue. Il peut également commencer à avoir peur si vous lisez des histoires sur les monstres et les loups. Il peut commencer à développer ce genre de peur. Alors Nolwenn, j'ai bien vu ta question sur le système adaptatif. Je termine juste mon propos et je reviens sur ta question. Voilà. Lire des histoires qui font peur, ça a été beaucoup plébiscité par les psychologues en particulier, en disant que ça permettait de mettre en mots les peurs naturelles de l'enfant et que ça permettait de rejouer les peurs de l'enfant. Alors personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ce principe. Je pense que les enfants ont effectivement des peurs dans la vie de tous les jours et que ça sert à rien de leur en rajouter. Que leur lire des histoires qui leur font peur, et ben finalement ça leur fait peur et que ça développe des peurs, la peur des sorcières, des monstres, des fantômes et du loup, qu'ils n'auraient pas eu si on leur avait pas raconté ces histoires. Les enfants, à partir de l'âge de 2 ans et en particulier à l'âge de 4 ans, c'est vraiment le feu d'artifice des images mentales. Ils ont énormément construit d'images dans leur tête et ne font pas forcément encore très bien la différence entre
ce monde vivant dans leur tête et la réalité. Ils peuvent croire que toutes ces histoires qu'ils s'inventent dans leur tête, les rêves, les cauchemars, mais aussi les histoires qu'on s'invente quand on est réveillé, sont vraies. Et du coup, les histoires qu'on leur raconte, qui vont pouvoir intérioriser, eh ben, ils vont avoir du mal à différencier le vrai du faux et à comprendre que c'est vrai ou que c'est faux. Donc, on va plutôt leur créer des peurs plutôt que de les aider à apprivoiser ce qui déjà dans le quotidien leur fait peur. Voilà pour ce que je voulais en dire. Nolwenn nous pose une question sur le système adaptatif. Alors effectivement, j'ai utilisé un gros mot pour dire une chose toute simple. Hein. C'est juste notre capacité à nous adapter au monde environnant. Donc, l'enfant, au fur et à mesure de sa maturité, est capable de s'adapter de plus en plus à ce qu'il environne, à ce qu'il vit dans le quotidien, et au fur et à mesure de sa manière de s'adapter et de sa compréhension du monde, il va développer en l'occurrence des peurs, parce que là je parle des peurs, mais pas que des systèmes de compréhension, des mises en lien. Il va pouvoir mettre en lien de cause à effet, il va pouvoir mettre en lien les événements, etc. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà ce que je voulais en dire par rapport aux peurs en fonction de l'âge. Nous arrivons déjà à la moitié de cette conférence et donc je vais en profiter pour faire une entracte. Comme à chaque Facebook Live, je vous donne l'actualité de l'accolade. Alors, l'actualité de l'accolade, je vous retrouverai pour le prochain Facebook Live le mercredi 5 décembre où, en préparation de Noël, nous parlerons des 5 langages de l'amour. C'est Gary Chapman qui a développé ça dans son livre intitulé Les 5 langages de l'amour. Où il explique que nous avons chacun notre manière de dire et de comprendre l'amour. Et donc, je développerai chacun de ces langages et je vous expliquerai comment vous pouvez ainsi dire votre amour à votre enfant en fonction de ces langages. En janvier, un nouveau cycle des ateliers Faber et Maziche, parler pour que les enfants écoutent, démarrera. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail sur ségolène@lacolade.org pour vous pré-inscrire et je vous contacterai au mois de décembre pour organiser ces rencontres. Voilà en ce qui concerne les dates de l'accolade. Je profite de cette entracte pour vous rappeler que si le Facebook Live vous plaît, vous pouvez en direct inviter vos amis pour qu'ils se joignent à nous et participent à ce Facebook Live. Et à l'issue de ces Facebook Live, si ça vous a plu et si par ailleurs vous avez déjà participé à d'autres ateliers de l'accolade, sur la page Facebook de l'accolade, vous pouvez mettre une note, c'est-à-dire que vous pouvez commenter et dire vos appréciations par rapport aux prestations que je propose. Et ainsi, quand quelqu'un arrive par accident sur la page, il peut se faire une idée de ce qu'il peut y trouver et savoir si ça correspond à ce qu'il recherche. Voilà pour cet entracte qui se termine ainsi. Et nous allons donc passer à la deuxième partie de la conférence où je vais vous donner des conseils sur comment réagir par rapport à votre enfant quand il a des peurs. Alors en préparant le Facebook Live, j'avais noté plein d'idées et puis j'ai relu mes notes sur les ouvrages d'Isabelle Filiosa pour me rendre compte que elle propose tout une espèce de protocole sur comment réagir face aux peurs de l'enfant. Et je vais reprendre ce protocole parce qu'il correspond très très bien à tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je vous donnerai à la fin de cette conférence toute une bibliographie qui reprend un peu tout ce que je vous ai raconté au fur et à mesure. Et donc, entre autres, je vous parlerai de cet ouvrage d'Isabelle Filiosa. Alors, pour se mettre en situation, imaginons que votre enfant a peur d'un gros chien qui aboie dans le jardin du voisin. Comment réagir face à cet enfant qui a cette peur? Tout d'abord, dans un premier temps, je vous inviterai à accueillir avec empathie l'émotion. Ce que je vous disais en début de conférence, c'est que l'émotion, elle est là. Donc, ça sert à rien de la nier, ça sert à rien de la minimiser, ça sert à rien de surréagir. L'émotion, elle est là et elle est là dans son corps. Donc, juste l'accueillir.
L'accueillir avec empathie, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois on est un peu perdu sur la manière dont on peut accueillir une émotion. Là, je vous inviterai à lire ou relire l'ouvrage de Faber et Maslich, Parler pour que les enfants écoutent, et en particulier leur premier chapitre, accueillir les enfants, aider les enfants aux prises avec leurs sentiments. Pour accueillir avec empathie une émotion, Faber et Maslich conseillent déjà d'écouter en silence. Déjà rien que c'est ça. Prendre l'enfant dans vos bras, voilà, avoir du contact physique avec lui, et puis juste accueillir en silence ce qu'il vit à ce moment-là. Peut-être qu'il verbalise quelque chose, peut-être qu'il exprime avec le corps quelque chose, et juste d'être là avec une présence de qualité, mais sans pour autant parler à n'en plus finir, parce que lui n'en est peut-être pas là à ce moment-là. Je vous rappelle que son cerveau est déconnecté, lui, il n'est que dans l'émotion, pas du tout dans la réflexion. Donc, lui parler, lui expliquer des tas de choses, il n'en est pas là. Juste être là avec une qualité de présence. Pour manifester votre présence ou pour l'aider à rebondir et à argumenter, à parler, vous pouvez juste ponctuer ce qu'il dit de petits mots du style ah, oh, je vois, et puis c'est tout. Accueillir l'émotion, ça peut être aussi la nommer. Oh, j'ai l'impression que tu as vraiment très très peur, voire même que tu es terrorisé. Ça a l'air vraiment difficile ce que tu vis là. Voilà, juste ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous pouvez différencier ce que vous venez de faire, c'est-à-dire accueillir l'émotion, de la situation. Et là, vous pouvez avoir une action sur la situation. À savoir que lui, s'il vit cette émotion, c'est qu'il ressent du danger. Et là, vous pouvez, avec votre regard et votre maturité d'adulte, lui expliquer qu'il n'y a pas une situation dangereuse. Quand il n'y a pas une situation dangereuse. Et donc lui expliquer, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, le chien, il est derrière la barrière est fermée, donc nous ne sommes pas en danger, nous sommes en sécurité, tu n'as rien à craindre, tu es protégé. Voilà. Et là, ça lui permet vraiment de différencier ce qu'il ressent, qui reste réel, lui il ressent de la peur, de la situation qui, elle, avec votre regard d'adulte, n'est pas dangereuse. Quand elle n'est pas dangereuse, évidemment. Dans un troisième temps, vous pouvez, quand vous voyez que l'émotion ne passe pas du tout, vous pouvez venir questionner, interroger l'émotion pour essayer de comprendre cette émotion et de l'investiguer un peu plus, vraiment pour que vous, ça fasse un peu plus sens pour vous et que du coup, vous puissiez mieux vous adapter par rapport à ce que vit votre enfant. Donc, par exemple, lui dire, mais qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui est si difficile pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Pas de question de pourquoi tu as peur, parce que le pourquoi, c'est une question, surtout si l'enfant est petit, qui est difficile à répondre ou qui va amener juste de la justification, mais d'un point de vue très intellectuel et pas forcément très aidant. Donc plutôt privilégier les questions qui commencent par qu'est-ce que ou comment plutôt que pourquoi. Vous pouvez également interroger l'enfant sur ses sensations corporelles. Dès la naissance, l'enfant est capté avec son corps, il est en connexion avec son corps et il sait très très bien comment son corps fonctionne. À la naissance, il sait que quand il a mal au ventre, il faut qu'il hurle et que c'est comme ça que il obtiendra une réponse et que au fur et à mesure, il comprend que quand vous le nourrissez, c'est parce qu'il avait faim et donc il comprend que quand il a cette sensation corporelle, c'est parce que c'est lié à de la faim. Donc très très tôt, il développe une compréhension de ces sensations corporelles. Et vous pouvez donc l'interroger sur là où il ressent la peur. Mais ta peur, elle est où? Ta peur, voilà, montre-moi dans ton corps où elle est ta peur. Et du coup, ça permet aussi à l'enfant de revenir au corps, de revenir à ses sensations. Et déjà, ça peut apporter de l'apaisement. Et en tout cas, ça aura des vertus éducatives. Vous serez vraiment en train de l'aider à mieux comprendre et mieux appréhender ces sensations et donc ces émotions. Vous pouvez également, si vous sentez que votre enfant est prêt et si déjà il a commencé à dépasser un peu sa peur, lui fournir de l'information sur ce qu'il vit, c'est-à-dire lui expliciter ce qu'il est en train de vivre. Alors, vous pouvez le faire pendant qu'il a peur, quand ça fait déjà 10 minutes que vous êtes en train de parler. Je pense en particulier au cauchemar, quand ça fait un moment qu'on parle du cauchemar. Là, vous pouvez expliquer
que les cauchemars sont des images dans la tête, que c'est pas pour de vrai, que c'est le cerveau qui fabrique les images, qu'ils ont une fois qu'ils sont réveillés et qu'ils ont conscience de ces images, qu'ils ont la capacité de parler de ces images, parce que plus on va en parler, plus ça va nous libérer. Et puis aussi qu'ils ont la capacité de changer les images mentales, que c'est nous qui sommes responsables de nos images mentales et que nous avons donc la capacité de créer des images mentales qui nous sont agréables. Et donc plutôt que de penser au monstre qui te fait peur, tu peux à ce moment-là penser à quelque chose que tu aimes. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Avec quoi tu as envie de remplacer? Ah ben voilà, super. Et donc la prochaine fois que tu feras un cauchemar, ben, tu vois, rappelle-toi ça. Tu pourras remplacer par cette image. Alors, je prends l'exemple de mon neveu qui lui m'avait dit que il voulait penser à une structure gonflable et donc c'était imaginer avec ses cousins sautant dans la structure gonflable. Et donc j'avais invité les prochaines fois qu'il aurait un cauchemar à se rappeler de cette structure gonflable où il sautait gaiement avec ses cousins. Vous pouvez également lui parler hors contexte, à un moment où ils sont plus disponibles, de tout ce dont je vous ai parlé au début de la conférence, le cerveau dans la main, et expliciter aussi sur Internet pour les enfants, et c'est tout à fait compréhensible dès l'âge de 5 ans à peu près, et du coup ça permet aux enfants d'avoir vraiment une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de leur fonctionnement, ce qui ensuite en contexte les aide à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Avant une épreuve, quand vous savez que votre enfant peut ressentir de la peur, alors déjà j'ai des conseils en ne pas. Ne pas surprotéger. Ne pas anticiper la peur. C'est-à-dire que si votre enfant, vous savez que votre enfant il a peur des chiens et que vous approchez d'un chien, alors évidemment que spontanément vous avez envie de protéger votre enfant de ces sensations de peur et donc vous allez lui dire attention il y a un chien, tiens je te prends dans les bras parce que je sais que tu as peur et que du coup tu n'auras pas peur si je te prends dans les bras, etc. Oui, sauf que du coup là en fait vous renforcez sa peur et vous rendez sa peur légitime, c'est-à-dire que l'enfant peut se dire bah oui, en fait j'ai raison d'avoir peur parce que là mon parent il me prend dans les bras et il pense réellement à quelle situation de danger et donc je vais continuer à avoir peur. Donc voilà, ne pas anticiper la peur, ne pas surprotéger. En revanche, protéger l'enfant, l'accompagner, voilà, ne pas surprotéger mais l'accompagner, c'est-à-dire lui proposer un contact physique au moment où vous sentez que sa peur commence à arriver, lui proposer un contact physique, lui proposer une voix douce et apaisante en lui rappelant que la situation n'est en réalité pas dangereuse, lui proposer des exercices de respiration, hors contexte aussi, vous pouvez lui proposer des exercices de yoga. Il y a plein d'ouvrages faits pour proposer du yoga aux enfants, de la méditation en pleine conscience, tout ça pour pouvoir anticiper et se préparer à des situations de peur, des outils que l'enfant du coup au fur et à mesure pourra maîtriser et du coup lui dire bah voilà, quand tu sens que la peur arrive, tu peux faire ces exercices de respiration, tu peux faire ces exercices de yoga, tu peux faire voilà. Et tout simplement lui proposer, l'interroger sur ce qui peut être aidant. Et ça, tout petit, dès 4-5 ans, oui, là, on va aller voir un tel, et chez un tel, il y a ce chien qui te fait peur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu te sentes mieux? Qu'est-ce que toi pourrais t'aider? Parce que je sais que tu peux faire des choses, toi, qui t'aideront et que tu n'auras plus peur après parce que tu te seras mis en sécurité et que tu auras fait ce qu'il faut pour te sentir en sécurité. Lui donner des outils pour qu'il soit acteur de sa sécurisation. Pas très français, mais voilà, pour qu'il soit acteur pour qu'il se sécurise. Voilà. Quand il a vécu une situation traumatisante, quand il a eu très peur, vous pouvez comment après la grosse émotion l'accompagner. L'idée c'est que il va falloir faire sortir l'émotion. L'émotion, je vous l'ai dit, elle est dans le corps et il va falloir vraiment s'en libérer, libérer les tensions corporelles. Alors déjà, en tant que parent, ça peut être difficile d'accompagner ses enfants, d'accompagner ses enfants dans la libération de ses émotions. Et Filiosa, elle utilise une image pour aider les parents que j'aime bien, qui est celle du bol. Vous pouvez imaginer que
l'émotion de votre enfant, elle est à l'intérieur de lui et qu'il a besoin de faire sortir cette émotion. Mais plutôt qu'elle fasse jaillir cette émotion sur vous et que vous preniez cette émotion et que du coup, vous aussi, vous ayez cette bonne dose de peur, d'angoisse qui vous submerge à votre tour, imaginez ce bol comme si vous aviez un bol sur les genoux et que votre enfant va sortir l'émotion de lui et va aller la mettre dans ce bol. Et donc, vous allez pouvoir accueillir cette émotion, vous allez pouvoir aider votre enfant à se libérer, à décharger cette émotion. Mais cette émotion, elle va venir dans ce bol et elle va pas venir en vous. Voilà, donc à chaque fois que vous voyez que votre enfant est submergé par une émotion et que vous sentez qu'il a besoin que vous l'accompagniez dans cette décharge émotionnelle, voilà, si vous sentez que c'est difficile pour vous, vous pouvez mentaliser ce bol pour vous décharger et pour éviter de prendre cette émotion chez vous. Alors, je vois qu'il y a eu des questions. Comment accompagner un enfant de 13 mois qui développe depuis peu une peur des hommes en général, excepté son père, et comment l'expliquer? Alors, question extrêmement intéressante. Je vais y revenir dès que j'aurai fini mon topo en fin de conférence. Bonsoir Laura Céline, au passage. Alors, d'autant que je vais un peu répondre à cette question avec ce dernier point, comment aider la libération émotionnelle? Et ben déjà, accueillir, accompagner les pleurs, les tremblements de l'enfant, hein, ne surtout pas essayer de les éviter, hein. Donc pas de tétine, pas de, alors le doudou évidemment, la tétine s'il la réclame, hein, évidemment, mais pas de tétine, je veux dire dans le sens bouchon, hein. C'est j'ai beaucoup de mal avec les tétines là qui permettent d'éviter les pleurs et pouf, ça me donne vraiment l'impression du bouchon. On colle la tétine à la bouche et l'enfant peut plus rien faire sortir. Donc la tétine, si ça lui permet de se soulager et de tétouiller et de se rassurer, mais pas la tétine qui empêche les pleurs. Donc voilà, donc on accompagne les pleurs, on attend. Parfois on a l'impression qu'on est sur un terrain glissant parce que les pleurs prennent de plus en plus de place et qu'on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Alors si, les pleurs s'arrêtent toujours et si l'enfant pleure, c'est qu'il en a besoin de se libérer. Donc on accompagne et puis on réceptionne ça dans notre bol, fictif. La libération émotionnelle, elle peut aussi passer par une bonne crise de rire. Donc quand vous sentez que l'enfant est tendu à emmagasiner beaucoup d'émotions, vous pouvez déclencher des rires par un jeu de bagarre de guillis, de course-poursuite, de bisous dans le cou, enfin ce que vous voulez, qui va déclencher des rires. Et le fait d'éclater de rire, c'est pareil, ça libère, ça décharge, ça libère les tensions corporelles. Pour libérer les émotions en cas de scène traumatisante, comme par exemple un vaccin chez le médecin, vous pouvez rejouer la scène qui a été traumatisante, donc tout simplement en jouant au docteur, et puis en proposant à l'enfant d'être cette fois acteur de la situation qui l'a traumatisé. Donc c'est lui le docteur, c'est lui qui vous fait les piqûres et c'est vous qui avez mal, et puis alors vous pouvez surjouer évidemment le côté de douleur, peur, etc. pour qu'il y ait du rire aussi et du coup changer l'émotion autour de cette scène traumatisante. Laurence Cohen, dans son livre Qui veut jouer avec moi, parle très très bien de cette valeur, de cette fonction thérapeutique des jeux. Hein. Pas besoin d'avoir fait un bac+5 et d'être psychologue pour profiter du jeu et profiter de ce jeu pour en tant que thérapie pour notre enfant, donc vraiment pour libérer des émotions et dépasser les traumatismes. Et puis Daniel Siegel, dans son livre Dans le cerveau de votre enfant, propose de parler de la situation traumatisante et pour ça il propose de le jouer comme avec le magnétoscope. Alors bon, vous n'allez pas pouvoir parler du magnétoscope à votre enfant, mais je vous en parle à vous parce que je pense que vous savez ce que c'est. Et donc comme avec le magnétoscope, on a une télécommande. Donc là, vous pouvez avoir une télécommande fictive ou alors créer une télécommande en papier. Vous expliquez à l'enfant que il va raconter la scène traumatisante, mais qu'il a le droit d'appuyer sur les boutons. Donc, il peut appuyer sur le bouton pause et pendant le bouton pause, on va pouvoir jouer, rire, faire des câlins, faire des bisous, faire autre chose et donc interrompre le scénario, interrompre
l'expression de la scène. On va pouvoir avoir le bouton marche avant, c'est-à-dire que il y a peut-être un passage de la scène qui est tellement traumatisant, qui est tellement difficile que l'enfant ne peut vraiment pas le verbaliser à ce moment-là. Et du coup, on va raconter ce qui s'est passé avant. Pouf, on appuie sur le bouton marche avant et hop, on peut aller un petit peu plus loin et on raconte ce qui s'est passé après. Et puis quand on re-racontera la fois suivante, peut-être que marche avant, on le mettra un petit peu moins longtemps, on pourra peut-être raconter un petit peu plus ou venir raconter un petit peu plus près de la scène traumatisante. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on raconte, re-raconte, peut-être qu'on pourra au fur et à mesure aller raconter le passage traumatisant. Et puis, il y a aussi le bouton marche arrière, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière et re-raconter ou revenir dans le fil d'action pour raconter quelque chose qui s'était passé avant. Voilà, j'aime bien cette idée parce que du coup, ça crée du jeu et du plaisir et en même temps, ça permet de parler, reparler, reparler jusqu'à ce que l'enfant n'en ressente plus le besoin. Et quand il n'en ressent plus le besoin, c'est qu'il a dépassé son traumatisme. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire, des conseils sur comment accompagner les peurs des enfants. Par rapport à la question de Nolwenn, comment accompagner une enfant de 13 mois qui développe depuis peu une peur des hommes en général et que c'était son père et comment l'expliquer? Alors déjà, comment expliquer une peur des hommes en général et que c'était son père vers l'âge de 13 mois. Donc déjà, je vous ai parlé vers l'âge de 8 mois de la peur de la séparation et puis vers l'âge d'1 an des peurs des brebis, ça n'a rien à voir. Ça peut être déjà tout simplement sa compréhension du monde qui l'entoure et juste sa peur de la séparation, sa peur de l'inconnu, elle ne verbalise que au niveau des hommes. Ça peut s'expliquer aussi parce qu'il y a eu un événement traumatisant avec un homme, que ce soit dans une situation réelle ou dans une situation fictive, c'est-à-dire qu'elle a vu une image d'un homme qui l'a traumatisée. Et ça a créé un blocage à ce moment-là et qu'elle n'arrive pas à, c'est une enfant, qu'elle n'arrive pas à dépasser ce blocage et qu'elle a généralisé cette situation-là à l'ensemble des hommes. Alors évidemment, à 13 mois, elle va pas pouvoir raconter ce qui s'est passé. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir retrouver la situation parce que pour vous, ça a peut-être été complètement anodin et pour elle pas du tout. Ou alors ça s'est passé hors de votre vue et du coup, vous ne pourrez pas retrouver la situation. Voilà, de ce que j'en réfléchis juste maintenant, j'essaie de continuer à réfléchir à ce qui pourrait encore expliquer ce genre de peur. Mais à part la peur normale de la séparation et de l'inconnu et une situation traumatisante, je vois pas dans l'immédiat ce qui pourrait expliquer autrement cette peur. Comment l'accompagner? Alors, déjà pour les ne pas faire. Déjà, c'est ne pas forcer. C'est-à-dire ne pas forcer l'enfant à venir voir un homme au moment où elle exprime de la peur. Ça va être aussi ne pas éviter. C'est-à-dire qu'on n'a pas évité tous les hommes en se disant « Oh là là, elle a peur des hommes, hop, il n'y a plus aucun homme qui s'occupe d'elle. » Ni l'un, ni l'autre. On va dire c'est sur le continuum, les deux excès où il ne faut pas arriver. Et là, on va essayer de trouver là où on met son curseur. Et juste l'observation. C'est-à-dire que on va continuer, les hommes vont continuer à la solliciter, les femmes vont continuer à l'amener vers les hommes et on observe. C'est-à-dire que tout ce qui est insupportable, hop, on s'arrête, on refait 3 pas en arrière et puis quand on voit que c'est supportable, hop, on fait 3 pas en avant. Et petit à petit, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, on l'accompagne pour venir à la rencontre des hommes, enfin en tout cas d'un homme en particulier déjà. Et puis dans la verbalisation qu'on peut en faire, on peut aussi le verbaliser. Même à 13 mois, même si elle ne comprend pas tout le langage, elle comprend tout le paralangage. Donc elle va comprendre les intonations de voix, elle va comprendre tout la gestuelle, les mimiques du visage. Et puis à 13 mois, elle comprend déjà une grande partie du langage. Donc n'hésitez pas à verbaliser. Ce que je disais tout à l'heure, vous allez différencier l'émotion qui, elle vit à l'intérieur d'elle et qui est donc réelle, quoi que vous en pensiez, de la situation. C'est-à-dire que les hommes, en général, ne sont pas dangereux. En tout cas, en principe. En tout cas, c'est ce que vous avez lu expliquer. Donc, n'hésitez pas à lui verbaliser. Oh là là, je vois à quel point tu as peur. Je vois que vraiment, c'est très difficile pour toi.
Et tu sais, moi, je sais que les hommes, ils sont pas dangereux. Et je sais que, si vous parlez d'un homme en particulier, je sais que cet homme-là, il est pas dangereux, il est gentil. Moi, je le connais, je l'aime beaucoup. Et je sais que toi, tu pourrais avoir beaucoup de plaisir avec lui et que ça pourrait être vraiment très, très chouette de jouer, de faire un câlin. Mais jamais, jamais n'allez le forcer. Hein. Juste dans la verbalisation, juste dans l'imaginaire. Voilà. Je réfléchis à autre chose. À 13 mois, je me contenterai de ça. Je mettrai beaucoup de contact physique entre une femme et l'enfant quand elle est dans cette situation anxiogène et qu'elle exprime beaucoup de peur. En la portant dans les bras à ce moment-là, mais en la portant avec une attitude, avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que ça demande à l'adulte d'être conscient de ses propres émotions et à cet adulte-là de ne pas être dans une situation elle-même de peur. Parce que si on porte l'enfant alors qu'on a soi-même peur ou qu'on est soi-même angoissé, on transmet notre peur et notre angoisse. En revanche, si on porte l'enfant avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité, on va transmettre cette confiance et cette sérénité à l'enfant. Et lui, dans les bras, avec ce contact physique, il se sentira en sécurité et ça lui permettra de s'ouvrir vers la situation anxiogène. Voilà tout ce que je voulais en dire par rapport à cet enfant de 13 mois. Et pendant que je parlais, ça m'a rappelé que j'ai oublié un conseil que je voulais vous donner, mais alors pour des enfants plus grands qui peuvent verbaliser, il y a quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est de mesurer l'intensité de l'émotion. Et moi, j'aime bien mesurer cette intensité, proposer cette mesure à l'enfant au début et à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où il exprime cette émotion, donc vous avez accueilli l'émotion, vous avez rappelé que la situation dans la réalité n'est pas dangereuse. Et là, déjà, tout de suite, vous pouvez dire à l'enfant, mais toi, à quel point t'as peur? Alors, soit il est grand et il peut vous dire sur une échelle de 1 à 10 à quel point t'as peur. Soit il est petit et vous pouvez lui dire, mais montre-moi avec tes mains, est-ce que t'as peur comme ça ou est-ce que t'as peur comme ça? Et lui, il pourra vous montrer à quel point il a peur, ça au début de l'émotion. Et puis, quand vous avez ensuite verbalisé, quand vous avez interrogé, quand vous avez expliqué, etc., à nouveau, elle en est où ta peur maintenant? Et dans ton corps, elle est où ta peur? Voilà, je trouve que ça donne un bon curseur pour savoir, bon, est-ce que là on peut s'arrêter et passer à autre chose, ou est-ce qu'on continue parce que la peur, bah, elle est encore là, donc il y en a encore, et du coup, on continue. Voilà. Par rapport à tout ce que je voulais vous dire sur les peurs et comment accompagner les peurs de nos enfants. Je ne vois pas d'autres commentaires. N'hésitez pas, pendant les quelques secondes qui nous restent, à poser vos dernières questions. Je vais maintenant vous proposer une bibliographie en lien avec cette conférence. Alors, je vous ai parlé de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est lui qui a développé le processus de la communication non violente et qui explique que les émotions sont en lien avec des besoins non satisfaits. Je vous ai longuement parlé d'Isabelle Filiosa. Ce livre au cœur des émotions de l'enfant reprend les 4 émotions principales, colère, tristesse, peur, joie. Et pour chaque émotion, elle explique de manière d'autant plus approfondie ce qu'est l'émotion et elle donne plein d'outils sur comment accompagner nos enfants face à ces émotions. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de Faber et Maslich, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, et en particulier leur premier chapitre, aider les enfants aux prises avec leurs sentiments. Je propose les ateliers issus de ce livre. La prochaine session démarrera en janvier. Je vous ai également parlé de Daniel Siegel, le cerveau de votre enfant. C'est lui qui donne le conseil sur le magnétoscope. Et c'est lui aussi qui parle du cerveau dans la main. Il donne des conseils, des explications très précises sur le fonctionnement du cerveau en lien avec les émotions. Et cela dit avec un discours très compréhensible, vraiment facile de lecture. Laurence Cohen, qui veut jouer avec moi? Alors, il parle des jeux en général et pas uniquement dans le cadre de la gestion des émotions, mais il en parle aussi très longuement et il explique comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à dépasser les traumatismes, donc comment utiliser les jeux en thérapie, d'une certaine manière, à notre mesure de parents dans ce livre. Des ouvrages pour les enfants, il y a ce cahier d'Isabelle Filiosa
les peurs, amis ou ennemis. C'est un cahier d'activités qui reprend sur ce que sont les émotions et comment on peut réagir face aux émotions. C'est un ouvrage qui est conseillé pour les enfants de 5 à 10 ans, que je trouve extrêmement bien fait. Il est très ludique, très agréable d'utilisation et en même temps très précis. Il donne vraiment des outils très très concrets. Et à la fin, il y a un cahier pour les parents et c'est de là que j'ai tiré le processus pour accompagner les enfants. Et puis cet ouvrage de Catherine Dolto, si on parlait de la mort, donc en particulier par rapport à la peur de la mort, pour les enfants à partir de 5 ans, c'est très très explicite, très concret. Elle a fait d'autres ouvrages sur la peur. Qui sont très bien faits. Il y a plein d'autres livres à destination des enfants jeunes, en particulier par rapport à la peur du noir, la collection Balthazar, connexion dans la philosophie Montessori, qui sont très bien faits, mais que je n'ai pas là, et que vous pouvez trouver sur le blog Papa Positive. Quand vous tapez dans le moteur de recherche enfant peur, vous avez toute une bibliographie qui s'affiche, et puis plein d'articles pour compléter cette conférence. Et bien voilà, merci Anna-Louen pour les liens qu'elle a laissés dans les commentaires et que je vous invite à aller consulter. Et puis la conférence s'arrête là. Merci pour votre présence et votre participation. Et je vous donne donc rendez-vous au mercredi 5 décembre 2018 pour le thème les 5 langages de l'amour. À très bientôt. Au revoir.